Mesdames, Messieurs, bon après-midi et merci de nous retrouver dans cette autre saison de votre programme, l'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité qui nous vient du Congo-Brazzaville. Il s'agit de Paul Obambi, président de la Chambre du commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers du Congo-Brazzaville. Il a plusieurs casquettes. C'est un économiste, un homme d'affaires très connu sur la place Congo-Brazzaville, mais aussi à travers le monde. Président, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame et merci pour l'invitation. Vous êtes au Cameroun pour le forum de réflexion économique Promit Up and Learn pour essayer de voir comment est-ce que le continent africain peut être une destination attractive. Bien sûr, le continent africain est un continent d'opportunités et de business. C'est le continent du présent et de l'avenir. 2030, nous serons près de 2 milliards d'habitants. Un véritable marché. Les matières premières sont en Afrique. Nous avons des avantages écologiques énormes. Pour ne citer que le bassin du Congo, qui est commun au Cameroun, à la RDC, à l'Angola, à la République centrafricaine et au Congo-Brazzaville. Donc tous les ingrédients sont réunis. Nous avons une population jeune, nous avons une population instruite. Donc tout est réuni pour qu'on puisse être la meilleure destination. Quand vous parlez d'une destination riche, on va s'intéresser justement au secteur minier africain. Mais on a l'impression que ça traîne un peu dans ce domaine-là. Est-ce que vous avez la même impression que nous? Traîner, je dirais peut-être pas, parce que chaque chose a son temps. Les minéraux sont là depuis des millénaires. Ok, je crois que l'heure est arrivée pour assurer le développement du continent, pour que nous devenions un continent développé. Nous ferons comme les autres. La révolution industrielle a eu lieu en Europe et c'était une révolution minière, l'industrie de charbon. Nous avons vu le développement de l'Afrique du Sud pour revenir dans le continent. C'est grâce aux mines. Il n'y a pas de raison que le reste de l'Afrique ne se développe pas grâce aux mines. Vous parlez d'industrialisation, sauf qu'on constate que sur le continent africain, cette richesse-là, malheureusement, n'est pas transformée sur place. On est toujours obligé de faire venir des partenaires étrangers pour pouvoir exploiter cette richesse minière. Mais l'Afrique va changer et a commencé à changer. Nous ne devons plus être le réservoir des matières premières. Nous devons être ceux qui transforment les matières premières, qui leur donnent une valeur ajoutée et que les produits finis ou semi-finis partiront vers d'autres continents. Je pense que c'est l'objectif, c'est l'analyse africaine. Nous devons réunir les conditions institutionnelles, les conditions réglementaires, les conditions éducatives, parce qu'il faut éduquer nos populations, éduquer notre jeunesse, revoir pleinement les programmes de l'éducation nationale, qu'on enseigne les choses qui sont utiles pour les citoyens d'aujourd'hui et de demain. Les anciens programmes, il faut les abandonner. Et c'est tout cet ensemble, dans tout le secteur de l'économie, dans tout le secteur financier, dans tout le secteur social, dans tout le secteur environnemental, dans tout le secteur culturel, c'est tout cet ensemble que nous allons construire pour que tout se transforme. Quand on parle de la transformation, elle n'est pas que industrielle, elle est aussi intellectuelle. Que nos œuvres puissent avoir leur véritable place, les œuvres intellectuelles. Et en ce qui concerne les mines, il n'est plus pensable que nous continuions à être le pourvoyeur des produits bruts. Nous devons les transformer, créer de la valeur ajoutée, et c'est ça qui fait le développement. Mais quand on regarde un peu ce qui se passe sur le continent africain, on a l'impression qu'on n'est pas prêt pour cette transformation, cette industrialisation, parce que quand on regarde comment ces mines sont exploitées de façon anarchique, de façon archaïque, sans aucun encadrement, on a lieu de se poser des questions. Vous qui êtes si bien intéressé par les questions de mines, d'hydrocarbures, on a véritablement l'impression qu'il y a un déphasage. Heureusement que ce n'est qu'une impression. Ce n'est qu'une impression. Je sais que beaucoup de choses restent à faire, mais ce n'est qu'une impression. Parce que nos produits pétroliers sont quand même exploités suivant les normes.
chaque fois que les compagnies pétrolières dépassent la norme, c'est que ça a échappé à notre contrôle. La partie environnementale doit être accentuée. Mais la réglementation, je vous ai parlé des lois, il faudrait que les lois soient en place et qu'on soit capable de les appliquer telles qu'elles ont été écrites. À partir de cet instant, nous allons créer un bon climat des affaires. C'est ce climat qu'il faut pour que nous ayons dans ce développement. Et les éléments existent encore pour que nous puissions atteindre cet objectif. Oui, il y a encore du retard, mais nos pays sont de plus en plus structurés. Personne ne pouvait imaginer qu'en 2030, nous aurons la zone de libre-échange économique. Qui pouvait croire que les chefs d'entreprise du Congo-Brazzaville, ceux qui viennent de la République centrafricaine, qui viennent des États-Unis, de l'Europe et particulièrement de la Suisse, se retrouveraient au cours d'un forum business comme celui-ci. Tout ça, ce sont des avancées et moi je crois qu'on est optimiste, les choses vont se faire. Sauf qu'on est dans une zone de libre-échange continental économique, justement, quand vous parlez. On parle d'une synergie entre les Africains, mais on a l'impression que sur place, ça ne marche pas. Parce qu'on a beau se rencontrer comme ça, parler comme ça, mais sur le terrain, on a l'impression qu'il n'y a pas encore cette coordination, que les chefs d'État n'ont pas encore compris véritablement l'intérêt de se mettre ensemble pour former une force. Moi, je pense que nos chefs d'État ont compris. Parce que ce sont nos États, avec leurs chefs respectifs, qui ont décidé de la zone de libre-échange. C'est leur décision souveraine. Donc, ils ont compris, ils ont pris conscience. Prendre conscience est une chose. Maintenant, passer à la phase d'application est une autre. Ce sont les acteurs économiques, les acteurs de l'administration publique, les acteurs de l'administration privée. Ensemble, nous devons accompagner ce mouvement que nous ne pourrons plus arrêter parce que c'est la survie de notre continent. Il faudrait que la zone de libre-échange s'installe. On vous a vu justement au Congo vous investir pour des chemins de fer, vous investir dans l'exploitation des minéraux avec des partenaires étrangers. Quand vous vous investissez comme ça, votre objectif premier, c'est quoi? Mais c'est aller vers cette zone de libre-échange. Je prends un exemple simple. Quand nous produisons le fer, nous l'exportons de manière brute vers la Chine. Les Chinois le transforment et nous envoient les produits de la métallurgie. Et nous revendent. Fer à béton, ainsi de suite. Quand nous avons ce fer brut, on envoie de la matière première pour fabriquer les voitures. Tout ce qui a comme usage dans le secteur du fer. Mais nous pouvons, nous aussi, avoir cette matière première, la transformer, arriver à l'industrie métallurgique et exporter vers la Chine. Mais qu'est-ce qui bloque, Monsieur le Président? On est quand même en 2022, plusieurs années sont passées. Rien ne bloque. Ce qui nous a retardé, c'est la volonté. Maintenant qu'elle est effective, nous allons y arriver. Je pourrais vous dire un exemple concret. Ici, à Douala, avec de la récupération, on fait du fer à béton. Ici, à Douala. Et ce fer à béton, naturellement, n'est pas de meilleure qualité, parce qu'il est de la récupération dans les conditions ainsi de suite. Et il sera encore de meilleure qualité s'il partait du fer naturel. Puis-je vous rappeler que le Cameroun est un pays qui a des gisements de fer avec une qualité On a vu des partenariats qui ont été signés d'ailleurs avec vous. Voilà, donc c'est très très important. Il n'y a pas à désespérer. On n'a pas de retard comme tel. Je ne suis pas toujours d'accord avec cette notion de retard parce qu'on a un retard si on se fixe un timing. Sauf que les populations, elles-mêmes sur le terrain, se plaignent. On a des mines, on a des richesses, on a de l'or, on a le calcium, on a tout ça, mais on n'a pas les retombées. Vous
qui est un opérateur économique. Et on se fixe un timing. Sauf que les populations, elles-mêmes, vous avez quand même eu ces cris des populations. On a des mines, on a des richesses, on a de l'or, on a le calcium, on a toutes ces richesses, mais on reste pauvre, on reste sous-développé, on n'a pas de lueur d'espoir. Mais nous sommes à l'heure de la rupture, madame. C'est une révolution culturelle que nous devons faire. Transformation des mentalités, un peu comme... Transformation des mentalités, parce que dans cette mentalité, dans cette transformation, il y a aussi la mentalité de nos dirigeants qui va changer. Il y a la mentalité de nos cadres qui va changer. Il y a la mentalité des chefs d'entreprise qui va changer. Et ce changement a déjà eu lieu. La preuve, je suis sur ce plateau de la télévision camerounaise. Hier, c'était inimaginable. Aujourd'hui, c'est bien possible. Donc, nous devons aller pour que nos populations se portent mieux. Vous avez quand même remarqué que la classe moyenne en Afrique est en augmentation. Il y a des progrès qui sont faits, mais ce n'est pas suffisant. Il faut accélérer le rythme des changements, il faut accélérer le rythme de ces changements structurels pour que nos pays deviennent et prennent le label de pays développés. Ce n'est pas un label réservé qu'aux autres. Nous avons aussi droit à ce label. Quels sont les axes où on peut s'appuyer, où les opérateurs économiques peuvent s'appuyer, où les décideurs peuvent s'appuyer pour qu'on soit un véritable marché attractif? Je vous ai parlé du cadre institutionnel. Le droit compte beaucoup. S'il y a des incertitudes dans le droit, si nous ne sommes pas sûrs de nos tribunaux, personne ne va investir, personne ne va financer. Si nous réglons le problème réglementaire, tous nos pays ont des programmes de développement économique. Si les harmonisaient ces programmes de développement économique, madame, nous aurons fait un grand pas. Et à partir de là, les acteurs ne manquent pas. Je vous donne un exemple très simple. Quand une entreprise européenne vient ici, pour ne pas citer un pays, ou une entreprise asiatique ou la chinoise, c'est bien les Camerounais qui travaillent. Sauf qu'ils dénoncent un peu le traitement ici. Sur le chantier. Vous voyez bien que les Camerounais travaillent, c'est qu'ils ont un minimum de compétences. Il nous reste quoi? À élever nos capacités, à bien construire nos entreprises pour que les sommes issues de ces contrats restent dans le pays, circulent dans le pays, alimentent les banques qui ont financé, et ce sont ces sommes pour faire un chemin un peu plus simple qui permettront aux ménages d'avoir accès au crédit. Si les ménages ont accès au crédit, chacun de nous pourra construire sa maison dans les normes et avoir des revenus pour vivre et se déplacer. Voilà le bien-être. Mais ça, c'est un travail qui est en train de se faire. Nous devons accélérer le processus. On vous a vu bagarrer pour la mise sur pied d'un chemin de fer. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi de penser à un chemin de fer au niveau de toute la sous-région pour faciliter le transport des personnes et des biens? Parce que vous avez dénoncé la vétusté de ce chemin de fer-là au point d'engager un certain nombre de réformes. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps aussi dans le discours de ces leaders d'accélérer un véritable corridor pour relier la sous-région Afrique centrale, par exemple, et faciliter les échanges commerciaux? Mais madame, pour qu'il y ait mobilité, il faut qu'il y ait les moyens de la mobilité. Et en ce qui concerne les marchandises, un des moyens de mobilité les moins chers, c'est le chemin de fer, en dehors de nos fleuves, de nos rivières. Et je pense qu'il faut des programmes concertés au niveau de la sous-région. L'Europe est traversée par le chemin de fer. Oui. Toute l'Asie est traversée par le chemin de fer. C'est des milliers de kilomètres de chemin de fer que nous constatons en Chine. Mais ça peut être fait ici. On peut partir d'Alger jusqu'à Durban par le train. C'est du domaine possible. Si chacun de nous, dans ce programme d'investissement, pouvait faire sa part de travail en harmonie avec les autres. On a compris votre combat sur la mise sur pied de ce chemin de fer. Vous avez l'impression qu'on a compris ce que vous recherchiez? Mais bien sûr, la preuve en est que le gouvernement a réagi. Le gouvernement, sous l'autorité de monsieur le chef de gouvernement, qui est le Premier ministre au Congo, est venu, lui, personnellement, avec près de 10 ministres, lancer les travaux du chemin de fer. Ça veut dire que nos dirigeants nous écoutent aussi. Est-ce que également l'enjeu ici n'est pas de cerner la portée des changements économiques, politiques et sociaux face à ces investisseurs étrangers? Parce que vous avez aussi le problème ces derniers temps avec l'actualité de Glencore, d'autres partenaires China Mining qui sont là avec des accords qui ont été signés sur plusieurs années pour l'exploitation de nos ressources
naturel. Est-ce que l'enjeu ne se situe pas aussi à ce niveau-là? Moi, je pense qu'il faut déplacer le problème. La bataille, ce n'est pas les étrangers. La bataille, c'est dire aux étrangers qui investissent chez nous, leur dire les règles du jeu. Glencore, c'est un trader. Si on dit à Glencore qu'il y a des usines au Cameroun qui peuvent transformer le produit, qu'ils veulent acheter, ils l'achèteront toujours. Ils peuvent l'acheter au Cameroun, le transformer au Cameroun. Ils n'ont toujours pas besoin de l'amener en Chine. Glencore est une société suisse. Donc, au lieu de le faire en Chine, ils peuvent aussi le transformer au Cameroun, au Congo ou au Kenya. Voilà, je pense que c'est ce cadre, c'est ce combat que nous devons mener. Nous avons besoin des étrangers, nous avons besoin de tout le monde pour développer notre continent. Aucun continent ne s'est développé tout seul. Il y a toujours une main étrangère. Les étrangers ont leur place ici. Le problème, c'est mettre les règles du jeu pour que tout le monde soit gagnant. Et comment faire face donc à ces multiples crises-là? On a la volonté d'avancer, on a la volonté de sortir du sous-développement, on a la volonté d'être un peu comme ces pays étrangers-là qui viennent exploiter nos ressources. Comment faire face à toutes ces crises? Il y a la crise sécuritaire, il y a plusieurs conflits communautaires, il y a la crise du Covid qui est arrivée à anéantir les entreprises. Comment on réagit face à toute cette crise-là pour relever ces économies? Nous avons survécu à la crise du Covid. Qui croyait? Personne. On a survécu parce que nos gouvernements, avec l'assistance du secteur privé, ont réussi à mettre en place des politiques d'urgence pour parer au Covid. Mais si nous pouvons utiliser la même énergie, la même volonté pour parer à la crise du paludisme, pour parer à la crise des infrastructures, pour parer à la crise de la production agricole, cette volonté existe. On vient de le prouver avec le Covid. C'était assez violent, le Covid. Il y avait quand même mort d'homme. Donc c'était assez violent. Nous gouvernons avec nos entreprises. Surtout qu'on avait prédit que le Covid allait terrasser l'Afrique. Mais nous n'avons pas été terrassés, nous sommes ressortis de là robustes. On a été touchés. Les entreprises africaines ont résisté et nous avons tous établi des véritables plans de résilience. Comment se passe l'encadrement des ressources minières au niveau du Congo-Brazzaville? Vous savez que c'est toujours chez le voisin qu'on peut copier également ce qui est bien pour pouvoir implémenter, ou alors ça peut inciter à des signatures de conventions. Comment est-ce que vous gérez ces situations pour que les populations ne se plaignent pas, pour que tout le monde, ou bien la zone minière où il y a ces richesses-là, que les populations puissent bénéficier, qu'on crée des écoles, des routes, des centres de santé? Comment ça se fait au Congo-Brazzaville? Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure dans la réglementation. Lorsqu'on a une convention minière, les parties qui signent la convention minière, d'une part l'État, partie publique, de l'autre le secteur privé, doivent convenir d'un certain nombre de choses. Et ce sont des choses convenues qui doivent être appliquées. Souvent, l'incident apparaît quand une des parties n'a pas respecté. Mais dans la convention, on a aussi prévu comment régler le litige, comment régler l'incompréhension, comment régler le contentieux. Tout cela est prévu dans la convention. Mieux encore, ces conventions peuvent faire l'objet d'avenants, c'est-à-dire des situations que nous n'avions pas prévues le jour de la signature. Si elles sont nécessaires, les parties se retrouvent, signent un avenant pour corriger et avancer. En ce qui concerne nos populations, il y a la responsabilité sociétale des entreprises. Il est indécent que des entreprises s'installent quelque part qui puissent faire de l'extraction en laissant ces populations pauvres. C'est indécent. Et en allant enrichir et donner le bien-être aux populations qui sont dans d'autres continents, c'est indécent. Je pense que pour moi, c'est ça la bataille. Que ceux qui sont là où on fait l'extraction puissent être les premiers bénéficiaires. Et ensuite, le monde appartient à nous tous. Nous n'allons pas priver de bonheur ceux qui sont en dehors du continent. Eux, s'ils ont eu le bonheur grâce à nos technologies. Nous aussi, nous avons eu le bonheur grâce à leur savoir-faire. C'est réciproque. Avant de vous laisser partir, on va parler de l'hydrocarbure en quelques mots. Aujourd'hui, il y a une crise énergétique, il y a une crise du pétrole, du gaz. Pratiquement, c'était sur le continent africain, maintenant c'est au niveau de l'Europe. Il y a également cet appel de la Guinée équatoriale à pouvoir se mettre ensemble pour ne plus subir ces contraintes-là. Vous, en tant que président de la Chambre de commerce, qu'est-ce que vous pensez de cette mutualisation d'énergie-là?
souhaité de tous les vœux par la Guinée équatoriale pour qu'on puisse véritablement transformer tout ce qu'on a ici sur place, qu'on ne manque plus de pétrole, de gaz et tout, pour pouvoir gérer également nos énergies. Nous avons une leçon grandeur nature ces jours-ci. À quelque chose de près malheureusement, la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine nous a enseigné beaucoup de choses. Vous ne voyez pas que les Européens se réunissent chaque fois pour des politiques de convergence en matière d'énergie, en matière d'électricité, ça se fait. Donc, il faudrait que nous aussi, nous puissions avoir de la convergence dans nos stratégies énergétiques. Il faudrait que nos pays, nos États, nos dirigeants se concertent et aient une politique d'ensemble sur la stratégie énergétique et électrique. Quelquefois, le barrage dont on parle est à la frontière du Congo et du Cameroun. Mais les populations qui sont à la frontière doivent avoir quand même le bénéfice de cette électricité. Sauf qu'on a des crises, des sérieuses crises. Bon, alors, donc, ça, ce sont des sujets qui sont à notre portée. On ne peut pas dire que les étrangers nous ont empêchés de faire cela. C'est à notre portée, c'est à nous de décider, secteur privé et secteur public. Alors on va terminer, on va vous permettre d'adresser un mot à ce continent africain qui a besoin de renaissance, si on peut, vous me permettez cette expression. Aujourd'hui c'est un nouveau départ, vous êtes là pour la mutualisation des idées, pour un marché commun et attractif. Qu'est-ce qu'il faudrait dire à cette nouvelle génération qui nous regarde, aux opérateurs économiques, au secteur public et privé, pour que nous ne soyons plus dépendants de l'Europe ou de l'Occident? Vous savez, le jour où l'Afrique sera développée, nous n'aurons plus de visa pour aller en Europe. Nous n'aurons plus besoin de visa pour aller aux États-Unis. Nous n'aurons plus besoin de visa pour aller au Japon. Si nous voulons attaquer la politique des visas, développons nos pays. Parce que ceux qui sont des pays développés, on ne leur demande pas de visa pour aller en Europe. Alors commençons par là. C'est des choses simples qui concernent nos populations. Il suffit de former, d'informer et de former nos populations. Qu'on se mette au travail, qu'on applique une partie ou l'essentiel de ce que nous avons dit au cours de cette émission, à savoir l'intégration africaine. Si l'Afrique représente un continent avec une population de 2 milliards d'habitants, à la limite, nous ne serons pas pressés d'aller ailleurs, nous allons circuler dans le continent. Les Américains ne sont pas pressés de venir en Afrique. Combien d'Américains viennent ici? Ils circulent très bien aux États-Unis. Combien de Chinois viennent ici? Ils circulent très bien en Chine. Ça sera notre cas, mais à la seule condition que nous puissions créer les conditions d'un développement. C'est important. Et pour ce développement, tous les acteurs sont utiles. Les acteurs politiques, les acteurs du public, les acteurs du privé et aussi nos populations. Il y a une question qui arrive, pourquoi on parle de zone de libre-échange continentale, mais il y a toujours le passeport exigé pour circuler dans la sous-région, des visas pour circuler, ça se comprend? Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est plus une formalité utile. Parce qu'un Congolais qui veut venir au Cameroun, nous avons une frontière tellement longue qu'il n'a pas besoin de passer là où il est attendu par la police. Alors donc, ceux qui passent à cet endroit, c'est des bons citoyens qui veulent s'annoncer. Donc, il serait mieux de laisser la véritable libre circulation de personnes et de biens. D'accord. Paul Obambi, président de la Chambre du commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers du Congo-Brazzaville. Ça a été un plaisir de vous avoir sur la première chaîne privée au Cameroun, Canada International. On espère vous revoir dans les prochains jours en vous invitant à regarder notre chaîne sur votre téléphone portable. Vous n'avez pas besoin d'un écran. Et s'il y avait un mot en votre langue, il y a une langue officielle? Le Lingala et le Kituba. Un mot pour dire au revoir aux téléspectateurs? Au revoir, Matondo, merci. Tosepeli, nous avons été joyeux. Joyce, pour traduire en anglais, pour le Lingala. Ça a été un plaisir de vous avoir. Vous avez mangé quoi ici au Cameroun? Du ndolé On a commencé à manger le ndolé depuis Brazzaville et nous avons découvert que le vrai ndolé se trouvait ici. Merci beaucoup. Ça fait partie de l'intégration sous-régionale. Ça a été un plaisir de vous avoir. On espère que ce ne sera pas votre dernière au Cameroun, que vous viendrez pour signer d'autres partenariats, surtout que vous êtes très impliqués dans le développement du continent africain. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir de vous avoir pour cette première saison. Je vous retrouve